Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Rachel Binas, Gilles Kepel et David Lisnard qui vont échanger autour de la thématique savoir et nouvelles idéologies. Alors nous allons reprendre. Bonjour à tous et merci de partager ces 45 prochaines minutes avec nous, en notre compagnie. Nous nous retrouvons donc pour une table ronde, vous l'avez vu, intitulée Savoir et nouvelles technologies. Alors, pardon, et nouvelles idéologies, pardon. C'est très significatif et j'ai en tête l'autre événement qu'organise la mairie de Saint-Raphaël. Les événements sont nombreux dans cette ville. Est-ce qu'il faut encore présenter nos deux conférenciers? Vous les connaissez certainement. Gilles Kepel, intellectuel français indispensable, fin connaisseur du monde musulman, des courants de l'islam et bien sûr du djihadisme. Vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable. Votre tout dernier livre, Prophète en son pays, peint un monde universitaire peu accueillant pour les chercheurs libres et de terrain. Vous, l'arabophone, vous narrez vos démêlés avec un monde académique assez aveugle au mouvement de fond que vous aviez perçu très tôt en Égypte, déjà il y a plusieurs années. Et vous n'êtes pas l'ami des adeptes du wokisme qui ne vous aiment pas non plus en retour. C'est ce qu'on peut découvrir et comprendre dans ce livre. David Lisnard, vos responsabilités politiques sont nombreuses. Vous êtes membre des Républicains, bien sûr, maire de Cannes, vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et président de l'Association des maires de France. On vous doit notamment le livre écrit en commun avec Christophe Tardieu, publié en 2021, qui fait écho à notre conférence aujourd'hui, « La culture nous sauvera ». Alors, vous l'avez sûrement deviné, Madame Catherine Bréchignac est souffrante, elle ne peut hélas être présente parmi nous. Notre échange est donc consacré aux relations entre le savoir et les idéologies qui peuvent faire obstacle à la production de connaissances. Nous verrons ça. Idéologie, d'aucuns diront que le terme est connoté, un vocabulaire dont les marxistes ont abusé, sans doute après le célèbre L'idéologie allemande de Marx et Engels, qui était une critique, bien sûr. Un corpus d'idées est appelé idéologie généralement par ses détracteurs, qui se veulent non dogmatiques. Alors, le journaliste libéral et académicien Jean-François Revel disait « L'idéologie, c'est ce qui pense à votre place ». Un problème se pose lorsque, au nom d'une idéologie, ceux qui les incarnent refusent le débat, refusent la contradiction et même vont chercher à ostraciser à la fois les idées et l'émetteur de ces idées. Avant de commencer, je voudrais vous poser à tous les deux la même question, appelant une réponse courte, brève, mais on aura l'occasion éventuellement de creuser par la suite. Ne voyez aucune forme d'insolence ou de provocation dans mon interrogation. Néanmoins, est-ce qu'il y a des idéologies, passées ou actuelles, selon vous, qui ont pu produire du savoir, qui ont pu produire des connaissances, ou qui en produisent actuellement? Gilles Kepel. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être, avant de répondre à votre question, d'abord transmettre toutes nos pensées à Catherine Bréchignac, en espérant qu'elle ait un prompt et total rétablissement. Dire un petit mot, vous m'avez très gentiment présenté comme étant l'auteur d'une œuvre, mais avec David, j'ai aussi une autre caractéristique commune, c'est que je suis également azuréen, maralpin et mentonnais. Donc pas canois, personne n'est parfait, mais donc il y a Monaco entre nous, je ne sais pas comment on va réussir à s'en sortir, et Nice, bon, mais voilà. Et je voulais aussi vous suggérer, si je puis me permettre, je ne vais pas diriger le débat à votre place, que vu notre configuration, nous l'élargissions peut-être un peu à quelque chose qui intéressera peut-être plus encore tout le monde ici, c'est que nous avons ici un politique, et là je n'ose pas dire un savant, mais parce que je fais allusion au livre de Max Weber, Le savant et le politique, et le livre qui vient de paraître n'est pas seulement une réflexion sur ce que j'ai appelé la cécité de l'université, aux questions que j'ai traitées, et le wokisme qui me pousse aujourd'hui dehors le plus vite possible et m'interdit d'enseignement pour éviter de corrompre la jeunesse, mais je ne vais pas boire la ciguë du wok, je ne suis pas du tout déterminé.
je n'ai pas la sagesse de Socrate, mais également pendant les 40 années où j'ai étudié ce phénomène islamiste, depuis l'assassinat de Sadat, où j'avais été envoyé en Égypte pour faire ma thèse une année auparavant, sur un sujet tout le monde pensait qu'il n'avait aucun intérêt, et Sadat a été assassiné par les gens que j'observais, que je suivais. C'est aussi l'absence de réponse, ou la difficulté qu'a eu le pouvoir politique à intégrer des analyses produites par l'université, par le monde du savoir et de la connaissance, dont nous avons eu la conséquence la plus catastrophique lorsque Mohamed Merah, lors de l'élection présidentielle de 2012, commet les meurtres que vous savez. Le patron du renseignement à l'époque dit « circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire », alors que votre serviteur avait traduit de manière très précise quelques mois auparavant, même quelques années auparavant, ce qu'était la doctrine qui serait celle de Daesh et que Merah, qui n'avait sans doute pas lu ses livres, mais qui, à travers les réseaux sociaux, heureusement ChatGPT, pour ceux qui ont suivi le débat précédent, n'avait pas encore été inventé, et qu'il avait mâchouillé sur les réseaux sociaux, qui avait intégré ça dans sa tête. Et là, on a eu un exemple très frappant du décalage total entre ce que disait, alors là, c'était pas un politique, un élu de la nation, mais un très haut fonctionnaire, le patron du renseignement, quelques soucis actuellement par rapport à ses amitiés pour Vladimir Poutine par ailleurs, et donc on peut taper dessus sans risque, et puis ce que l'université, enfin en l'occurrence votre serviteur, avait produit. Et là, je crois qu'il y a un élément très intéressant qui finalement se greffe un peu sur votre proposition, parce que l'idéologie, effectivement, mais aussi la façon dont, à partir du moment où on est élu, responsable, haut fonctionnaire ou chef d'entreprise ou autre, comment est-ce qu'on peut intégrer la nouveauté et comment est-ce qu'on arrive à traduire des découvertes, aussi efficacement que possible dans l'action publique. Vous voyez, donc ce n'est pas complètement différent de ce que vous proposiez, mais il m'a semblé que ça aurait d'autant plus d'intérêt d'en parler avec David Lisnard. Du coup, j'ai oublié votre question, qui était l'âge, parce que... Est-ce qu'il y a des idéologies, ou est-ce qu'il y a eu des idéologies, donc qu'elles soient passées ou présentes, qui ont pu produire de la connaissance, ou qui produisent actuellement de la connaissance du savoir ? Que l'idéologie produise la connaissance, non, ce n'est pas son objectif. L'idéologie doit produire de la mobilisation des foules ou des masses, et l'idéologie ne s'adresse pas aux démos, c'est-à-dire au peuple constitué de manière théoriquement rationnelle, doté de ce qu'on appellerait le logos, c'est-à-dire de la capacité de se déterminer, de penser et de traduire sa réflexion dans la démocratie, c'est-à-dire dans le gouvernement d'un peuple qui dispose d'instruments rationnels de choix, ce qui est peut-être une utopie, qui est l'utopie de la Grèce du 5e siècle sur laquelle nous vivons. L'idéologie mobilise des foules et essaye au contraire d'en exciter les passions. C'est ce on appellerait l'ochlocratie, si on veut parler grec ancien. Oklos, c'est la foule. La foule, l'oklos ne produisant pas du logos, c'est-à-dire un discours structuré, argumenté, mais du thorivos, du torubos en grec ancien, c'est-à-dire du vacarme, du barouf, si j'ose dire. Et précisément, il me semble que dans ce dispositif, le rôle de l'universitaire, quand il intervient dans la sphère publique, c'est de contribuer à des éléments qui permettent aux démos rassemblés ici à Saint-Raphaël de se faire non pas simplement une opinion en fonction de ses pulsions et de ses passions, mais de contribuer à construire sa rationalité. Il ne s'agit pas d'être l'instituteur de petits-enfants, c'est pas ça, mais ce sont des arguments parce qu'on a un travail dans tel ou tel domaine auquel on s'est spécialisé, qui peuvent contribuer à produire de la connaissance et ainsi à faire le bon choix, c'est-à-dire d'élire ou non David Lisnard. Ça vous laisse pensif. Oh, j'écoute doctement, mais le propos de Gilles, et je veux dire à quel point pour moi c'est un honneur que d'être sur cette tribune à ses côtés, comme c'est un bonheur de l'écouter et de le lire. Voilà, je l'ai dit, je le pense.
et remercier Frédéric Masquelier, parce que je ne sais pas s'il y a quelques Raphaëlois ici. Donc, apparemment, il y en a. Il faut que vous ayez conscience que lorsqu'on n'est pas à Saint-Raphaël, on voit, grâce à ce qui est fait ici, Saint-Raphaël comme étant devenu une capitale azuréenne de la raison critique, du dialogue, du débat, du savoir. Et je pense que c'est, pour un maire, une immense fierté que de pouvoir le dire. Alors, je vais essayer de répondre le plus spontanément possible à la question. L'avantage de parler en deuxième, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir. L'inconvénient, c'est que j'ai quand même écouté ce qu'a dit Gilles, donc ça m'a encore plus embrouillé mon cerveau, parce que ce qu'il dit est plein de ramifications qui donnent envie, évidemment, de rebondir, de réagir, d'interroger. J'accepte parfaitement l'augure d'une séparation entre le savant et le politique, ce qui me renvoie à ma dimension de praticien. Un maire de surcroît est un praticien du quotidien. Quand vous êtes maire, vous êtes obligé de prendre des décisions, parfois sous la mitraille. C'est ce qui est si difficile, c'est ce qui est si exaltant. Et que pour prendre ces décisions, si vous voulez être un bon praticien, comme un médecin, il vaut mieux quand même de temps en temps réfléchir. Et alterner entre l'induction, la déduction, qui est un des secrets de la vie en réalité, et donc entre ce qui relève de notre expérience du vécu et de ce qui relève de la pensée didactique et verticale et descendante. Et les deux doivent se croiser dans l'action. Hein, c'est des hommes dans les circonstances. Voilà. Et votre question, donc, elle me renvoie à ça, parce que lorsque vous avez une problématique, je sais pas, d'accès à la cantine scolaire, et qu'on vous demande parce que le ramadan tombe au mois de juin, ce qui n'est pas le cas cette année, hein, mais moi j'ai connu ça au tout début où j'étais maire, en 2014, vous savez, avec le cycle, et que, alors c'est une ultra-minorité, non seulement de pratiquants musulmans, mais aussi de collabos qui sont plus musulmans que les musulmans, quoi, hein, et qui ne sont pas du tout musulmans. Et que moi je l'ai vécu, c'était un des premiers trucs qui m'a été adressé, c'était de dire il faut avancer au mois de mai les kermesses. Merci, ma femme me souffle. Les kermesses, parce qu'il ne fallait pas que le repas, que le partage de la nourriture, et puis il fallait mettre une nourriture à là, etc. Et donc, vous vous dites, quelle est l'idéologie dingue qui peut amener à faire qu'une kermesse doit tenir compte d'une croyance, et donc qui va à l'encontre d'un mode de vie, et finalement, c'est lié au savoir, hein, je vais revenir à la question. Et évidemment, j'ai tranché, j'ai dit non, et c'est pas du tout stigmatisant, mais déjà, faire le ramadan à un gamin au primaire, c'est un peu étrange, ça peut être que extrémiste, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas adapter notre calendrier. Donc le rapport entre la croyance, l'idéologie et, non peut-être pas la science, mais l'action, la décision qui doit reposer sur des éléments purement factuels et rationnels, elle est quotidienne. Y a-t-il des idéologies qui ont produit du savoir ? Instinctivement, spontanément, j'ai envie de dire non, parce que vous avez cité Revel, moi cette phrase de Revel, je l'utilise tout le temps, j'ai beaucoup lu Revel, j'ai eu la chance quand j'étais jeune de tomber sur Revel par hasard, bon. Et qu'effectivement, l'idéologie, c'est ce qui est réfléchi à votre place, je n'ai jamais oublié cette citation. Et il est vrai que l'idéologie tourne forcément à la croyance. Et à la croyance, elle est antinomique avec la science, dans le sens où elle devient finalité, cette croyance devient finalité de votre action et de votre pensée, alors que la finalité de la science devrait être un savoir objectivé et non pas un savoir subjectif. Et on en revient au principe de la scientificité de Karl Popper, c'est-à-dire un savoir objectif, collectif, partagé et réfutable intellectuellement. Alors que la croyance est irréfutable. Quand on a la foi, c'est irréfutable. Hein, donc, c'est extrême, tout le cœur est là. Sauf que, après, quand je regarde en praticien, et vraiment là, je vous le dis spontanément, les idéologies qui arrivent au pouvoir, y compris les plus extrémistes, et on prend le stalinisme et le fascisme, le nazisme du XXe siècle, ont produit du savoir et de la science. C'était parfois un mauvais savoir, il faut savoir, enfin on va y revenir, est-ce que c'était un savoir objectif et scientifique ? Mais il y a eu de la science, parce que pourquoi ?
Parce que le principe de réalité, c'est qu'il y avait de la compétition et que la science était utilisée dans cette compétition. Donc, dans un premier temps, c'est très vrai dans le communisme, dans le stalinisme, le communisme de pouvoir. C'est très vrai aussi, d'ailleurs, dans le fascisme et encore plus dans le nazisme. Il y a des moyens qui sont alloués aux scientifiques et à la recherche, donc au savoir, à la production de savoir. Sauf que dans la réalité, très très vite, l'idéologie obstrue le savoir. Très très vite, il est demandé aux scientifiques d'orienter leur recherche dans le sens de la croyance. Et c'est là que ça devient que l'antinomie retrouve une complétude dans l'exécution et que l'idéologie détruit le savoir. C'est Lysenko. C'est génial, cette histoire de Lysenko dans les années 30, et qui, finalement, il faut adapter la génétique au marxisme. Hein, si je dois résumer, c'est un peu plus subtil que ça. Et on en arrive au bout d'un moment à brûler des livres, aux autodafés, à virer des scientifiques. La réalité, c'est que l'idéologie n'est jamais, comme elle est une croyance, la croyance n'est jamais assez pure. Donc quand l'idéologie est dans une pratique, tout fascisme est une espèce d'apologie de la pureté, et que cette pureté de la croyance se fait forcément au détriment de la science. Et aujourd'hui, les idéologies, quelles sont-elles? Il y a l'islamisme, je garderai bien que modestement, ou immodestement, j'ai travaillé dessus et j'y ai été confronté, mais à côté de Gilles, enfin, ce serait d'une débilité de ma part que de vouloir aller sur ce thème-là. J'évoquerai la deuxième croyance qui se retrouve, hein, la deuxième idéologie que l'on retrouve avec l'islamisme par ce mystère de l'intersectionnalité, qui fait que vous pouvez avoir un masochisme woke transgenre faire l'apologie des musulmans, qui seront leurs premiers à les décapiter s'ils sont au pouvoir, parce que la sensibilité de l'islamiste, c'est-à-dire de l'idéologue extrémiste, musulman, littéraliste, enfin, vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez, à l'égard du transgenrisme, est assez limitée, si vous voulez. Hein. Il y a assez peu de... Bon, il n'y a que les transgenres qui ne l'ont pas compris, quoi, parce que avec cette apologie de la victime, vous savez, c'était le marxisme, et je termine, je conclus. Je fais de la lecture du langage corporel, c'est aussi une question de praticien. Vous savez, c'était prolétaire de tous les damnés de tous les pays, prolétaire de tous les unissez-vous. Maintenant, c'est victime de tous les pays, unissez-vous. Bon. Et c'est en cela que le wokisme, qui part d'un très beau présupposé, il faut absolument lutter contre la discrimination et le racisme. Le racisme, c'est une abjection, puisque c'est une condamnation de l'autre sur ce qu'il est, non pas sur ce qu'il fait. Donc le racisme est porteur d'un totalitarisme abject. C'est une abjection, le racisme, il faut toujours le rappeler. Bon. Et toutes ses formes. Mais le wokisme partant de cela, une idéologie part rarement d'un mauvais idéal, hein, d'ailleurs, d'une mauvaise finalité. Hein. Les gens qui... Ouais, le communisme, à la fin, certains étaient sincères, pensaient vraiment qu'on vivrait mieux. Quoi. Bon. Et ça s'est toujours mal terminé. Il n'y a pas un régime communiste qui est bien tourné. Pas un seul. Ça n'existe pas. Bon. Et donc, je termine pour de bon. C'est en cela que le wokisme, autre idéologie de notre époque dominante, holistique, hein, totalitaire, avec l'islamisme radical, ou l'islamisme tout court, bon, devient une violence, inverse la violence. Et c'était la thèse, je vois Christophe Devout dans la salle, et c'est ce qui m'y fait penser, c'était la thèse de ce que nous avions écrit ensemble dans la revue Politique et parlementaire, que je remercie vivement de son invitation une fois de plus. Gilles Kepel, vous vouliez rebondir? Je vais peut-être effectivement rebondir sur ce que vient de dire David. Pour commencer par la fin, effectivement, l'intersectionnalité est quelque chose de tout à fait stupéfiant quand on pense que Daesh précipitait, comme on le dit dans les textes, les écritures saintes de l'islam, l'actif et le passif du haut des immeubles, puisqu'un hadith attribué au prophète dit qu'il faut que les murs s'écroulent sur ceux qui pratiquent la sodomie. Mais bon, vous savez que, par ailleurs, le domaine de la sexualité est une chose assez complexe dans son rapport à la violence et à la souffrance. Et donc, on peut peut-être chercher dans un ressort que je qualifierais de freudien quelques-uns des éléments qui font que le LGBT transgenre et l'islamisme le plus radical signent ce que j'ai pu appeler là, lors des universités d'été, des LFI et des écologistes, le pacte de Médine,
qui risque d'ailleurs d'entraîner ces partis dans un destin assez terrible si on considère que le pacte de Médine, c'est un pacte qui avait été signé par le prophète de l'islam quand il arrive dans cette ville avec les tribus juives de la ville, lesquelles ont été, à la suite de différents d'entre eux, totalement exterminés quelques années plus tard. Donc je ne sais pas si c'est le destin qui attend Mélenchon, Madame Tondelier, etc. Mais comme on dit en arabe, Allahu a'lam, c'est-à-dire Dieu est le plus sachant. Je voudrais revenir sur ce qu'a évoqué David tout à l'heure à propos de l'affaire de la kermesse qu'on devait bouger. Au fond, sur le principe, au nom de préceptes religieux particuliers d'une communauté qui donc devait s'appliquer à l'universalité des élèves, quels qu'ils soient. D'une infime partie, parce qu'il faut être honnête. J'ai dit non, on me prévoyait. En fait, ça a été très bien accepté par oui, bien sûr, non, majorité. j'entends bien, mais c'est sur le raisonnement, si vous voulez, qui aboutit à ça. En fait, ça n'est pas très différent de la question de l'abaya qui s'est présentée cet automne et c'est ce qui a assuré le lancement de mon livre, dont je ne peux rien dire contre. C'était mes agents provocateurs qui ont fait ça. J'étais moi-même là avec une abaya, un hijab, faisant traîner par la police. Et qui en fait était un remake, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qui s'est passé il y a 20 ans à l'occasion de l'affaire du voile islamique. Et j'étais membre il y a 20 ans de la commission Stajdi. J'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, donc. Et nous avions été réunis à l'initiative du président de la République d'alors, Jacques Chirac. Un certain nombre, justement, c'était un comité dit de sages. Je ne sais pas si on était tous très sages, moi pas tellement en fait, j'étais trop jeune pour être sage, mais qui s'efforçait de reconstituer une sorte de microcosme, si vous voulez, d'un peuple éclairé, où il y avait à la fois des gens qui étaient spécialistes de tel ou tel sujet, des élus, des représentants du monde de l'entreprise, du monde du travail, etc. Une sorte d'échantillon, si je puis dire. Et pour nous poser le problème de ce qui avait été défini par le président Chirac comme des atteintes à la laïcité, comment les analyser et y réfléchir. Et donc, dans le cadre de l'école, ce que nous avions pris en compte, c'était le point suivant. L'école, et nous étions prononcés que sur l'école qui touche de l'argent de l'État, qu'elle soit l'école publique ou l'école privée sous contrat, c'est-à-dire le contribuable français étant contribuable d'une république laïque, ne peut pas enfreindre ces principes et l'argent du contribuable ne peut pas aller à un établissement d'enseignement dans lesquels des signes ostentatoires ou des agissements ostentatoires d'une religiosité particulière rompraient le pacte de laïcité. Et c'est cela qui a été mis en œuvre, c'est la suggestion que nous avons faite. Et à l'époque, Laurent Wauquiez, qui n'était pas l'homme politique que vous connaissez aujourd'hui, mais qui était le conseiller d'État et moi-même avions concocté ça dans mon bureau à Sciences Po. Et donc, c'est ce qui avait été finalement retenu. C'était passé en loi, décret d'application, confirmé par le Conseil d'État. Et l'organisation des frères musulmans, qui s'appelait à l'époque l'UOIF, qui était dans une logique de tester la capacité de l'État à réagir, puisque l'objectif, c'était justement de réclamer une spécificité qui mettrait en pratique ce qu'on appelle dans le salafisme, en arabe, el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance exclusive à la loi religieuse dans son aspect le plus rigoriste. Et el-bara'a, c'est-à-dire le fait, dans le charabia des traductions, de se désavouer d'avec, disait-on autrefois, c'est-à-dire de se séparer, de construire un séparatisme, comme vous parlez le langage macronien, par rapport aux lois de la République, considérées comme de simples lois de la mécréance qui n'avaient aucune valeur par rapport aux injonctions divines telles qu'elles étaient interprétées par eux. Et donc là, on voyait bien en œuvre une stratégie qui prenait en otage l'école et les enfants
pour éviter justement que les enfants originaires du monde musulman, comme ceux originaires de Menton, de Cannes ou de la Tchécoslovaquie, comme l'était mon père, soient intégrés dans le creuset de la République française et au contraire maintiennent une différenciation. Il y a en ce moment se tient, pas aujourd'hui parce que c'est samedi, mais a commencé la semaine dernière et pour encore 15 jours, le procès de l'affaire de Magnanville devant la cour d'assises spécialement constituée. Un procès particulièrement atroce puisque un policier et sa compagne ont été tués devant leur petit enfant. L'assassin a été abattu, mais neutralisé, mais on juge quelqu'un pour complicité. Bon, la cour dit ça. Non. Il met particulièrement à cœur parce que avant d'être neutralisé, donc l'assassin a lu une liste de gens qu'il fallait tuer en disant « Ouais, mes frères, je vais mourir en martyr, vous devez faire la même chose que moi, tuer tous les mécréants, et ça, tous les journalistes, et le premier d'entre eux, c'est Gilles Kepel. » Alors, bon, je n'ai rien contre les journalistes, il y en a dans cette salle, mais qu'au moins je subisse le martyr comme universitaire. Enfin, chacun, c'est-à-dire c'était quand même assez vexant. Bon. Et bon, j'ai fait 17 mois sous protection, avec des sciatiques épouvantables, mais ça c'est une autre histoire. Mais vous lirez tout ça dans, justement, Prophète en son pays, si ça vous amuse. Et donc, qu'a déclaré l'accusé il y a 2-3 jours, dans l'interrogatoire, il a dit « Les lois de la République et la démocratie française sont totalement incompatibles avec ma vision de l'islam. Donc, je veux surimposer mes propres lois, je veux me séparer, me désavouer d'avec elles. » Et ça, c'est toute la logique, si vous voulez, qui aboutit au drame de Magnanville, de Charlie Hebdo, du camion de Nice, etc. Cannes n'est malheureusement pas non plus à l'abri de ce genre de la filière cannoise n'est pas négligeable, comme David le sait. Mais ce qui semble tout à fait contradictoire, la promenade des Anglais, Cannes, on ne pense pas à ça, mais c'est présent d'une certaine manière. C'était la première filière terroriste islamiste. Oui, c'est ça. Derrière, c'est comme si c'était l'avers de quelque chose, d'une raison. Enfin, je termine. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que, justement, quand nous sommes réunis dans le cadre de la commission Stasi, on a finalement réussi à mettre en œuvre un processus qui était fondé rationnellement, qui était fondé sur un examen très large du phénomène et qui a abouti à orienter une décision juridique que le Conseil d'État a validée. Et du reste, c'est le même raisonnement qui a été appliqué lorsque s'est présentée l'affaire de l'Abaya cette année. Vous voyez, donc 20 ans après, à part qu'on a changé d'air, puis tout à l'heure on nous a parlé de ChatGPT 8Z, je ne sais plus quoi, qui était terrifiant, et donc on est là-dedans. À l'époque, on avait en face de nous une organisation de type, vous avez parlé du marxisme, un peu les frères musulmans est une organisation un peu stalinienne, autoritaire, verticale, pyramidale, qui est aujourd'hui assez affaiblie. Paradoxalement, ils sont beaucoup plus forts en France et en Europe que dans les pays musulmans. Cet été à Menton, pour parler de la Côte d'Azur, parce qu'on a décidé qu'on ne parlait que des Alpes-Maritimes, ça c'était pas le Var, on l'oublie. Et donc je vois j'en parlais des Saoudiennes en short et en crop top qui se prenaient en selfie. Je vais leur parler en arabe. C'est vraiment. Je dis, je m'attendais à vous voir en abaya, parce qu'il y avait derrière nous des Azuréennes et des convertis ou autres qui avaient abaya, machin, avec le masque sanitaire. Je me fais la même remarque à Cannes. Voilà, le masque sanitaire et les lunettes de soleil énormes. Donc, est-ce que Ray-Ban et machin sont des vêtements, des signes ostentatoires ou par définition? Je laisse le Conseil d'État trancher. Et elle me dit, ne m'en parlez pas, heureusement qu'on est débarrassé de ça, c'est fini, nous on peut vivre maintenant librement. Ce qui était assez ahurissant, parce que l'Arabie Saoudite était le pays qui auparavant avait imposé cette norme et qui maintenant... Donc, tout ça pour dire qu'il me semble que là, on a un exemple de fonctionnement. Mais dans d'autres cas, ça n'est pas ce qui s'est produit. Et il me semble que le débat à ce sujet entre quelqu'un qui est dans l'action, et notamment parce que il y a les deux élections qui sont importantes. Je ne dis pas ça pour flatter David Lisnard ici présent, président de l'Association des maires de France, mais c'est maire et président de la République. Je l'ai mis dans ce sens-là pour vous faire plaisir, ou président de la République et maire. Le reste, c'est là que se prennent les décisions au quotidien.
Et du reste, ce sont les maires qu'il a fallu appeler à la rescousse à la fin de la crise des Gilets jaunes, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Et là, précisément, on a un véritable enjeu qui est très important, c'est d'arriver à faire coïncider autant que possible l'état de la recherche, du savoir, dans ce domaine comme dans bien d'autres, mais puisque c'est moi qui suis là, on parle de ce sujet-ci, avec la prise de décision, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Dans le débat précédent, on évoquait l'analyse, et puis analysis, et puis, qu'est-ce qu'il disait, qui rimait avec paralysis, voilà, analysis and paralysis. Et donc, ou analysis et paralysis, je ne sais plus où est l'œil. Et donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas de paralyser l'action publique par la réflexion. Au contraire, il s'agit de créer un aller-retour qui soit aussi vertueux et efficient que possible, mais l'élu a des contraintes, ne serait-ce que parce que, dans un certain nombre de cas, vous aviez très peu de monde qui vous disait ça, mais quand vous avez un nombre significatif de gens qui veulent ça et qu'ils viennent vous dire « Monsieur le maire, vous êtes candidat aux prochaines élections », moi, j'ai 350 voix sûres. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi... Là, pour le coup, c'est très facile de résister parce que tous ceux qui ont fait de la politique en vrai, moi, dès que quelqu'un vient de me dire « j'ai X voix », je ne suis même pas sûr qu'il ait sa voix. Et qu'il est celle de son mari ou de sa femme. Ça, parce que quand je me souviens la première fois que j'accompagnais Bernard Bonchamp, mon prédécesseur, en 2001 aux élections, juste pardon, je vous dis, on recevait des gens. Il n'a jamais fait de politique. Il est arrivé du monde de l'entreprise. Moi, j'avais un peu d'expérience. Je suis commerçant. Et je m'étais amusé à additionner les gens qui nous disaient qu'ils avaient des voix. Et à la fin, il y avait 3 200 000 habitants à Cannes. Non, donc... Finalement, on arrive à résister. Mais je vois très bien ce que vous en donne, je termine juste. Parce que, et on voit très bien la pression, notamment en Seine-Saint-Denis, etc. Voilà, vous avez eu une organisation qui s'appelait, qui aujourd'hui s'est un peu planquée parce que c'est eux qui avaient relayé l'appel à assassiner Samuel Paty, qui s'appelait l'UAM 93, Union des Associations musulmanes 93. C'était constitué, je connaissais bien le président, j'avais interviewé plusieurs fois, comme un lobby islamique, et qui, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, avait fait élire le maire socialiste qui s'était engagé à leur donner les locaux d'une école désaffectée pour que ce soit l'école musulmane hors contrat. Une fois qu'il a été élu, il n'a pas tenu sa promesse. Du coup, ils ont fait élire son adversaire de droite après, qui était pourtant le président du syndicat, vous le connaissez certainement, le président du syndicat Alliance, qui n'était pas du tout sur cette ligne-là, mais qui, pour des raisons très, je n'ose pas dire bassement électorales, très simplement et mathématiquement, est allé de leur côté. Bon, après, il n'a plus voulu parce qu'ils se sont discrédités eux-mêmes, mais ce sont des éléments. Alors, je ne dis pas ça pour me moquer de l'élection. L'élection est la base de notre démocratie, c'est pas ça. Mais ce sont évidemment des contraintes dont il y a 1000 contraintes dont il faut tenir compte. Entre le propos de l'intellectuel qui vit dans sa chambre et l'action, il y a justement toute une fluidité à construire. Et c'est ça qui est très difficile, je crois. Oui, et c'est pour rebondir et revenir sur ces nouvelles idéologies et savoir, hein, c'est cet islamisme à bas bruit qui, en fait, est une idéologie et qui est bien plus difficile à combattre que le terrorisme, même si c'est difficile à entendre, que le terrorisme dans sa manifestation, par définition, violente. Parce que c'est Hannah Arendt qui disait c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. La seule réponse qu'il y a face à cette idée, elle est même pas judiciaire. Il y a une réponse judiciaire, policière, etc. face au terrorisme et à l'islamisme. Mais là, elle est spirituelle. Et elle renvoie au contenu de ce que l'on veut mettre dans notre civilisation. Et là, c'est un autre thème, mais c'est étourdissant et c'est profond. C'est-à-dire que la société d'hyperconsommation a quand même produit du vide. Hein, le trop-plein a produit du trop-vide, quoi. Et c'est dans ce trop-vide, les islamistes ne sont forts que parce qu'on est faible. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en réalité, c'est pas très difficile de résister. En réalité, c'est pas. Et comme face aux wokistes. Et pour revenir donc à cette idéologie islamiste et l'idéologie wokiste. Alors, je pense que tout le monde ici sait ce que le wokisme, c'est un terme. Dès qu'on l'emploie, ceux qui veulent, on est disqualifiés dans le débat, enfin on essaie de nous disqualifier dans le débat, on est tous d'extrême droite, ou alors on nous dit que c'est... Regardez, juste pour vous faire une idée de la façon dont réagissent de façon pavlovienne, tiens on parlait de science et de détournement de la science Pavlov,
Vous regardez sur le net, première génération, ça marche, hein, et vous tapez Samuel Fitoussi, France Inter. Voilà. Samuel Fitoussi vient d'écrire, c'est un jeune chercheur qui a 25 ans, il vient d'écrire un bouquin sur le wokisme dans les séries télé et les pubs. Et il est interrogé par 3 dames de France Inter. Vous regardez, vous faites votre opinion, et vous voyez d'abord le ricanement, qui consiste à dénigrer, puis ensuite la condamnation, la sentence. Oui, mais il y a quand même Bolloré en France, donc le wokisme n'existe pas, enfin le sophisme est absolu. Hein. Et puis ensuite, à la fin, il y a l'énervement, parce que le jeune homme reste très calme, très didactique, très brillant d'ailleurs, et il les démontre par l'argument et la recherche et la science. Il les démontre scientifiquement que le wokisme existe et qu'il est un racisme en réalité, etc. Alors, ce qui est intéressant et c'est votre propos qui m'y fait penser, c'est entre l'islamisme et le wokisme, il y a quand même un énorme point commun. C'est la détestation de la démocratie libérale. C'est leur point commun. C'est une détestation de la démocratie libérale que malheureusement on pratique un peu trop en France aussi d'ailleurs, et qui renvoie à la détestation de ce qui fonde une démocratie libérale, le savoir, la science, la raison critique, que l'on doit aux Grecs. La raison critique, hein. Ensuite il y a eu le droit romain, puis la culture judéo-chrétienne, les Lumières, bref. Mais la logique aristotélicienne, alors Aristote il est condamné par les woks puisqu'il avait justifié l'esclavage, mais il y a quelques anachronismes dans les jugements des woks, si vous voulez. Bon. Et qui est une forme du révisionnisme, hein, parce que quand on parle d'idéologie et de science, si on quitte le domaine des sciences dures, la biologie, etc., les mathématiques, si on va dans les sciences humaines, l'idéologie est toujours un révisionnisme de l'histoire et des sciences humaines, tout le temps. C'est un révisionnisme. Bon. Et cette haine des démocraties libérales, on les retrouve dans le dénigrement de la science même, mais surtout, à la fin, dans la perte de liberté. C'est-à-dire que ce soit le wokisme ou l'islamisme, et je vais revenir sur le wokisme, à la fin, c'est une destruction de la liberté, qui pour moi est la valeur absolue. Je vous ai apporté quelques exemples, fait un petit florilège, qui, je crois, démontre à la fois ce dénigrement de la science et qui, à la fin, se traduit en racisme d'affirmation de personnes qui appartiennent à la mouvance wokiste, éveillée, et qui font qu'en réalité, ce wokisme, qui se voulait lutter contre les discriminations et le racisme, devient un racisme et discriminatoire, devient une tyrannie, comme il est holistique, il devient même totalitaire, et devient une espèce de religion, mais sans ce qui est beau dans la religion. C'est-à-dire, dans la religion chrétienne, c'est-à-dire le pardon et l'espérance. Il y a zéro espérance. Alors Jean-François Bronstein le dit parfaitement bien. Il le décrit de façon plus extrêmement brillante. Mais écoutez ça. Qui a dit, qui a écrit même dans un bouquin, je préfère les sorcières qui jettent des sorts aux gens qui construisent des EPR. Bravo, Sandrine Rousseau, vous avez gagné un bon point. Et je rappelle quand même que Sandrine Rousseau, elle est censée former des gamins, elle est prof. Elle est agrégée de sciences politiques. Elle est maître de conférences. Enfin, je crois même qu'elle est professeure. Donc, moi, vous voyez, et ça, c'est l'irrationnel, c'est le rejet de la science. C'est typiquement le rejet de la science. Mais j'en ai noté d'autres. Qui a dit « Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films ». Donc, science et culture, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la création, à la transcendance de la création. Donc, je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, déjà qui se posent la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Enfin bon, je n'écoute plus leur musique, c'est con quand même, parce qu'il y a quand même des bons trucs. Les œuvres des hommes sont le prolongement du système, il ne suffit pas de nous entraider, il faut les éliminer. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? C'est dans un livre. Bravo, Alice Coffin, dans Le génie lesbien, Grasset, septembre 2020. Alors, qui a dit ou qui a écrit « Au planning, on sait que les hommes aussi peuvent être enceints ». Campagne du planning familial avec vos impôts, mes chers amis, et les miens aussi, en août 2022. On a une prof de Sciences Po, une enseignante de la danse, qui a refusé d'appeler ses élèves danseurs leaders et followers, qui disait pour danser le tango, c'est plutôt chouette qu'il y ait une diversité. Après, moi, chacun vit son genre comme il l'entend tant qu'il n'emmerde personne. Moi, je suis un vrai libéral, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais elle a refusé de les appeler leaders et followers. Déjà, ces anglicismes sont absolument abominables. Et donc, elle a dû quitter l'institution. J'en ai plein. Parce qu'elle les appelait hommes et femmes, c'est ça surtout. Oui, parce qu'elle les appelait hommes. Il était reproché.
Et vous avez quand même, là, en janvier dernier, au Canada, Josh Alexander a été exclu de son lycée, il était prof, pour avoir affirmé, je cite, que le genre ne doit pas l'emporter sur la biologie. Voilà. Il a été viré. Souvenez-vous, au début du mois, à Pau, le gynécologue qui a été victime d'un lynchage par des associations, alors que le type n'avait aucun racisme, aucune discrimination. Je pense, je ne le connais pas, mais peut-être que c'est un sombre raciste anti-trans, et il a bien tort, et chacun vit comme il l'entend. Mais en l'occurrence, il disait non, vous n'êtes pas une femme car vous avez un pénis. Et il il se fait attaquer là-dessus. Or, techniquement, une femme a un vagin et un homme a un pénis. C'est une réalité factuelle, biologique. Ce que je vous propose... Voilà. Vous voulez que j'arrête parce que j'en ai toute une liste, mais des meilleurs que ça. Laurie Rubel, professeur de mathématiques au Brooklyn College, affirme que 2 + 2 = 4, plus le suprématisme du patriarcat blanc. Parce qu'il faut Monsieur que vous sachiez... ce que je vous propose... Alors, ça fait rigoler, sauf que les wokistes s'attaquent aux mathématiques, qui est la science la plus pure, la plus abstraite, la moins genrée, la moins ce que vous voulez. Bon. Et que quand on s'attaque aux mathématiques, en réalité, on s'attaque à l'universalité de l'être humain. Les wokistes s'attaquent à l'universalisme républicain, s'attaquent à ce qui fait qu'un individu n'a pas à s'enfermer dans un élément de son identité. On peut être homme, on peut être femme, c'est une partie de l'identité. On peut être transgenre, c'est une partie de l'identité. On peut être gay ou être hétéro, c'est une partie de l'identité intime, privée. Et les wokistes, on peut être riche ou pauvre, on peut être vieux ou jeune, on peut être blanc ou noir, c'est une partie de l'identité. Quand ils transforment le nous en un nous identitariste, qui est une dictature, et il faut les combattre par les arguments. C'est absolument vital si on veut sauver notre liberté. C'est que le temps file. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions de la salle. On va faire circuler la parole. Ça permettra bien sûr à nos intervenants de rebondir éventuellement sur vos questions, sur vos remarques. Il y a un micro qui circule. N'hésitez pas à vous identifier, à lever la main si vous voulez avoir la parole, et on va vous donner un micro. Je vois que plusieurs mains se lèvent. On se croirait aux enchères, c'est formidable. Très bien. Monsieur, et ensuite, il y a monsieur aussi là-bas. N'hésitez pas à poser une question ou faire une remarque assez brève, assez synthétique. On compte sur vous. Vous dites que wokisme et islamisme détestent la démocratie libérale, bien sûr, mais il n'y a pas que. Que faites-vous des systèmes en Chine, par exemple, pour ne citer que, ou en Iran? Et malgré tout, la science existe et elle se développe. Alors, je réponds rapidement. Oui, notre propos n'avait aucune prétention exhaustive, premier élément. Deuxième élément, dans l'attaque des démocraties libérales, il y a bien sûr tous les régimes illibéraux, et notamment des empires qui renaissent actuellement, et qui sont par définition extensifs et extensibles, dont la Chine. Sur l'Iran, l'Iran, me semble-t-il, est un régime patriarcal, d'ailleurs, islamique, en pleine idéologie. La Chine est un régime communiste, mais qui se concilie très bien avec le capitalisme en termes de forme de production. Je ne pense pas que l'Iran soit un modèle absolu, alors que c'est un grand peuple qui avait une grande science. C'est un très grand peuple, et l'Iran rebondira, c'est la culture perse est immense, mais qui est extrêmement pointu sur le plan scientifique. La Chine aujourd'hui, elle a mangé son pain blanc scientifique, moi j'en suis absolument convaincu. Elle avec un système c'est une grande puissance qui va être de plus en plus une grande puissance, mais je crois qu'elle sera, comme l'Union soviétique, à un moment donné, face à une opposition entre son côté dictatorial dur et la recherche scientifique. La Chine aujourd'hui bénéficie des wokistes, c'est-à-dire que des chercheurs sont persécutés aux États-Unis par les wokistes et certains sont partis en Chine. Donc c'est l'avantage de la Chine, si on regarde. Mais à un moment donné, ne pas laisser la liberté de science, je pense que ça la limitera, mais je ne suis pas Nostradamus, et moi je suis qu'un praticien, peut-être que je me plante royalement, et entre-temps, peut-être qu'ils auront conquis le monde. Le wokisme a un gros atout par rapport au communisme, parce que souvent on vous dit, écoutez, dans nos jeunesses, il y a eu le maoïsme, etc. Et puis finalement, on pensait que c'était inéluctable, puis on en est sorti. C'est un argument que j'entends. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que la France, j'ai écrit une tribune qui a été publiée dans l'Opinion jeudi, qui s'appelle « Inwokuptible ». Je pense qu'on a tout pour être les inwokuptibles de l'Occident.
Il me semble que, si je puis intervenir à ce propos, en fait, le woke se construit se base sur ce qu'ils appellent la déconstruction des méta-récits. Qu'est-ce que c'est qu'un méta-récit ? C'est un savoir qui produit du pouvoir. Alors, on déconstruit la démocratie, qui est en fait une phallocratie, etc. Mais il s'arrête. Il n'y a pas de déconstruction woke du système du Parti communiste chinois. Et il n'y a aucune déconstruction woke, par exemple, de la pensée islamique radicale. En vertu de l'intersectionnalité. Voilà, entre autres choses, mais parce que c'est également une idéologie qui fonctionne à l'intérieur de la pensée occidentale. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que c'est basé sur ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, c'est-à-dire c'est l'exportation de Foucault, de Deleuze, de Derrida et autres des déconstructionnistes, Sartre est un peu plus âgé, mais un anticommuniste, c'est un chien. Et c'est-à-dire, mais simplifié, traduit en anglais. On espérait que ça allait apporter la peste aux États-Unis et les détruire, et ils nous l'ont renvoyé repaquetisé dans un packaging, si j'ose dire, pour grande consommation, et nous l'avons reçu. D'une certaine manière, c'est le retour à l'envoyeur de ce que notre pensée critique, d'une certaine manière, avait construit dans les années 1970. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est quelque chose qui fonctionne à l'intérieur. Ça a l'air ridicule dans une salle, disons, où les cheveux gris dominent, mais aujourd'hui, à l'université, dans un amphi, tenir ce propos nous aurait valu des huées. Et moi-même, j'ai été interdit d'enseignement à Sciences Po, où je tenais des amphis toute ma vie remplis, parce que les sujets intéressaient. Et à l'École normale supérieure, on m'a poussé dehors pour mettre à ma place des enseignements décoloniaux et sur le Global South, parce que tout se pense en anglais. Quand j'étais jeune, c'était la langue de l'impérialisme américain, et même si ma mère était professeure d'anglais, aujourd'hui, tout ça est pensé sans aucune distanciation critique. C'est un enjeu qui, je crois, est très important. Je ne peux pas m'inscrire en faux contre vous, puisque le dernier chapitre de ce livre s'appelle « Du woke au djihadisme d'atmosphère ». Donc, mais nous avons d'autres questions à prendre. On va prendre la question de monsieur, et je vous permets ainsi de rebondir et de poursuivre. D'accord. Sinon, il ne reste que 3 minutes. Pose monsieur. Oui, juste une petite réflexion par rapport à savoir versus connaissance. Je pense à cette phrase de Talleyrand qui disait « Le savoir et la connaissance ne s'imposeront jamais par rapport à l'idéologie ». Et je fais référence à la médecine, en particulier sur une discipline qui est l'onco-immunologie, où on a vraiment des théories qui sont extraordinairement performantes et pertinentes d'un point de vue cartésien, et qui se trouvent aujourd'hui confrontées à des idéologies iconoclastes complètes par rapport à cette même médecine. Et je lisais tout à l'heure l'introduction de Michel Onfray, et qui préconisait que finalement c'était aux politiques d'absorber le maximum de cette matière et de cette connaissance pour ensuite essayer de la faire passer sur le peuple, en l'occurrence. Donc David, tu as du taf à faire. Ouais. Merci de ce que tu vas faire. Alors je veux dire qu'on ne naît pas politique, on le devient. Je fais du Simone de Beauvoir adapté aux politiques, et que je ne suis qu'un citoyen élu. Voilà, donc pas la science infuse. Mais c'est très vrai, parce que, et ça renvoie à la question, c'est-à-dire que si la médecine elle-même occidentale devient encombrée de wokisme, les systèmes, c'est la loi des avantages comparatifs de David Ricardo en économie. C'est-à-dire que la science, les scientifiques vont aller là où ils ont le plus de liberté d'expression. Donc, si aujourd'hui, on a un wokisme tellement puissant dans le milieu universitaire, notamment américain, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur le boomerang de la French Theory. C'est quand même, ça s'est développé de manière incroyable. Incroyable. Que je sois viré sur la pression des wokistes, voilà. Bon, il ne me reste plus qu'un an à faire, mais c'est quand même énorme. Donc la Chine continuera à produire de la science et prendra de l'avance si les scientifiques ils sont plus libres que chez nous. Voilà. Moi, je crois que l'élément fondamental, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est peut-être une idéologie d'ailleurs, mais c'est la liberté qui préfigure, qui permet à terme. Donc aujourd'hui, il y a compétition entre systèmes, et il faut que les États-Unis se réveillent. Ce qu'ils sont en train de faire, et je voudrais terminer sur le capitalisme et le wokisme. Pour terminer, à la différence donc du maoïsme, et je voulais revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le communisme à l'époque, il avait un avantage sur le wokisme, c'est qu'il avait des États qui le produisaient et qui le finançaient. Hein, c'était l'Union soviétique qui en était l'État central, si je puis dire. Et moi, mon père me disait, mon père qui était petit commerçant, etc., il me disait, l'IPAPIF Gadget, c'est un truc de coco. Quoi, voilà, bon. Et, parce que c'était financé par le Parti communiste. Et donc, ça, c'était un avantage du communisme. Le gros avantage du wokisme,
c'est il a, de façon plus ou moins volontaire, il a imbibé les grandes entreprises. Vous n'imaginez pas, alors ça paraît surréaliste dans une PME, dans la réalité de nos boîtes au quotidien, mais vous n'imaginez pas le nombre de formations débiles dans les grandes entreprises. Et très bien rémunérées. Et je vais peut-être me mettre à ça, comme j'ai plus de carrière universitaire, dans les médias, je vais peut-être faire ça. dans les grosses boîtes, formé au woke. l'écriture inclusive. Tout est en écriture inclusive, ce qui est laid, ce qui est excluant d'ailleurs, tellement c'est moche, quoi. Donc il y a une force, il y a une puissance du capitalisme, et c'est quand même la plus grande force du monde contemporain, d'un certain point de vue, avec le wokisme. Et c'est ce qui fait que l'Occident est détesté dans plein de pays, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un des atouts de Poutine dans les relations internationales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et pour terminer là-dessus, il y a des motifs d'espoir. Motif d'espoir, c'est Disney. Disney est devenu complètement wokiste. Donc Disney, ils ont mis des alertes. Quand vous regardez les Aristochats, ça peut heurter les minorités. On se demande bien lesquelles, quoi. Celles des Labradors, celles, je sais pas. Enfin, c'est les Aristochats, quoi. Bon. Et ils refont un remake de Blanche-Neige. J'adore cette histoire. Je termine là-dessus parce que j'ai eu la dernière truc. Donc Blanche-Neige, ils refont Blanche-Neige. Et puis au début, il y a un gars qui est responsable de ça. Donc le pauvre, il parle dans tous les médias et j'arrête pas de lire ce qu'il produit. Donc il justifie le wokisme de Disney. Et il dit alors bon, finalement Blanche-Neige, elle sera pas blanche, d'accord. Et puis elle sera pas vraiment genrée. Et surtout, ce ne sera pas un prince charmant qui l'embrassera parce que c'est un acte non consenti, qui est un signe de la domination patriarcale. Ouais, mais vous rigolez, mais c'est des millions de dollars qui sont investis là-dedans. Hein. Et donc, au lieu de voir l'allégorie de l'amour, l'universalité de l'amour, vous voyez, bon. Et ensuite, ils vont plus loin parce qu'il y a des nains. Donc, ils ont saisi la guilde des nains. Et donc, ils ont décidé, écoutez, après avoir discuté avec la guilde des nains aux États-Unis, tout ce que je vous dis est véridique. Vous pouvez le vérifier tout de suite. Donc, on ne parlera plus de nains, on ne parlera plus de personnes de petite taille. Ce seront des créatures magiques. Donc, on en était resté là. Et puis là, la semaine dernière, il y a une autre guilde de nains qui a dit maintenant, il y en a ras-le-bol du wokisme et tout ça, parce qu'on n'a plus de rôle. On ne peut plus trouver de rôle d'acteurs de petite taille. Non, mais vous voyez la folie. Et ce qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'il y a une telle apologie de la pureté. C'est tellement dictatorial. C'est tellement qu'à un moment donné, ça ne sera jamais assez pur. Et ça se retrouve d'ailleurs économiquement. Netflix se plonge. Et Disney, qui était la marque préférée sur la planète, est devenue dans les 10 marques les plus détestées de la planète. Et vous avez vu récemment l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême aux États-Unis, et pas parce qu'ils ont été nommés par Trump, etc. Il y a peut-être un peu de ça, mais ça ne renvoie pas à la matrice juridique, parce que les Asiatiques, qui étaient des immigrés très pauvres, ont des meilleurs résultats dans l'université américaine, et ensuite et ont des meilleurs revenus. Et ils en avaient assez. Du coup, ils se sont retrouvés pénalisés par la discrimination positive, alors qu'ils étaient immigrés récents, pauvres. Et donc, ils ont engagé une procédure juridique qui a abouti. Donc, il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui sont assez intéressantes et qui revont vers l'universalisme républicain. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment l'universalisme républicain qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire cette capacité de l'individu de se mettre un peu de côté de son identité individuelle pour... et c'est ce qui est prodigieux dans la pensée française, dans la pensée de la démocratie libérale, d'ailleurs. David Litzner, merci. Gilles Kepel, merci. Je rappelle la sortie de votre livre Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire, qui a quelques semaines, oui, 45 minutes, ça passe extrêmement vite, et encore, vous n'étiez que 2. Ces livres sont en vente. Je vous remercie à tous d'avoir participé avec vos questions, vos remarques à cette conférence, et je vous invite à rester, puisque maintenant, vous avez rendez-vous avec la philosophe Monique Cantos-Perberg pour une intervention également de quelques minutes. Merci.